Avant de vous raconter comment j'ai failli mourir étranglée dans mon propre appartement, laissez-moi vous dire une chose. Les signaux étaient là. Dès le début. Je les ai vus. Je les ai tous vus. Mais je ne les ai pas écoutés. Parce que j'étais convaincue que l'amour pouvait tout réparer. Que je pouvais tout réparer. Quand il a crié sur sa mère pour un plat de haricots qui n'était pas prêt, je me suis dit, il est juste stressé. Quand il m'a demandé ma localisation en permanence, je me suis dit, c'est parce qu'il tient à moi. Quand il m'a interdit de me maquiller pour un mariage, je me suis dit, il veut me protéger des regards des autres. Quand il a poussé sa mère contre le canapé devant moi, je me suis dit, c'est compliqué entre eux, ce n'est pas mon problème. Quand il m'a dit que j'étais laide dans ma robe de soirée, je me suis dit, il a bu, il ne le pense pas vraiment. Quand il m'a empêché de voir mes amis, je me suis dit, on construit notre vie à deux, c'est normal. Quand il m'a lancé un oreiller au visage, je me suis dit, ce n'est qu'un oreiller. Mais ce jour-là, le 16 mai, quand ses mains se sont refermées sur ma gorge, quand j'ai senti ma salive m'étouffer, quand j'ai vu son regard vide pendant qu'il serrait plus fort, ce jour-là, je n'ai plus pu me mentir. J'ai compris que j'allais mourir. Et que tous ces signaux que j'avais ignorés, c'était mon corps qui me suppliait de partir. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon histoire. Pas pour que vous me plaigniez, mais pour que vous reconnaissiez ces signaux si jamais ils apparaissent dans votre vie. Ou dans celle de quelqu'un que vous aimez. Parce que peut-être, ça sauvera une vie. Peut-être la vôtre. Je m'appelle Camille. J'ai 32 ans. Et je suis étudiante en sciences à Paris. Mais avant de vous parler de lui, il faut que je vous parle de moi. De d'où je viens. Parce que tout est lié. Mon enfance a été fracturée en deux. Mes parents se sont séparés quand j'avais 4 ans. Ma mère est partie avec moi et mon grand frère, Lucas. Lucas a été diagnostiqué avec une forme de paralysie cérébrale dans l'enfance. Il est incroyablement intelligent, il fait énormément de choses tout seul, mais certaines situations demandent plus d'attention, plus de soutien. Moi, la petite dernière, je suis devenue celle qui aide. Celle qui compense. Celle qui répare. À 4 ans, ma mère travaillait dans 2 endroits différents pour nous faire vivre. Financièrement, on ne manquait de rien. On habitait un appartement correct à Montreuil, je faisais du ballet, de la natation. Sur le papier, tout allait bien. Mais à la maison, ma mère était une femme brisée. Mon père avait été violent avec elle pendant des années. Elle ne s'en était jamais remise. Et elle n'avait jamais eu de suivi psychologique. Alors elle a reproduit cette violence sur nous. Sur moi, surtout. Je me souviens des coups à partir de 4 ans. Des gifles. Des ceintures. Des objets lancés. Je ne savais pas que c'était de la violence. Pour moi, c'était normal. C'était comme ça qu'on éduquait les enfants, non? Je passais mon temps à essayer de la convaincre que j'étais une bonne fille. À essayer de mériter son amour. À 8 ans, 10 ans, 12 ans, je cherchais encore son regard, son approbation. Mais plus je grandissais, plus les coups étaient forts. À 12 ans, une voisine m'a demandé ce qui se passait chez moi. J'ai eu trop peur de répondre. À l'école, je mentais. Ma mère m'avait dit de mentir sur les bleus, les marques. Je fréquentais un collège privé réputé à Paris. Les profs commençaient à se poser des questions. C'est ma grand-mère qui a tout changé. Elle habitait au rez-de-chaussée de notre immeuble. Elle était malade. Un jour, elle m'a appelée. Elle m'a supplié de tout raconter à mon père. Quelques semaines plus tard, il y a eu un épisode de violence extrême. Ma mère a perdu le contrôle. Mon père a réussi à obtenir ma garde. J'avais presque 14 ans. Ma mère a été condamnée pour maltraitance. J'ai perdu ma garde. Mon frère est resté avec elle un moment, puis il a aussi été placé. Mon père faisait partie de la Marine nationale. Il gagnait bien sa vie. Il a obtenu ma garde devant le tribunal. Mais il n'était jamais là. Il partait en mission pendant des mois. Et sa nouvelle compagne, ma belle-mère, ne me voulait pas. Pour elle, j'étais la fille de l'autre. Alors quand mon père n'était pas là, elle me le faisait comprendre. Pas de coups. Juste des mots. Du mépris. De l'humiliation. Des choses que mon père ne sait toujours pas. À 14 ans et demi, il a été décidé que j'irais vivre chez ma famille paternelle. À Lyon. C'est là-bas que j'ai été accueillie par ma grand-mère paternelle. Une femme extraordinaire. Celle qui m'a appris ce qu'était la tendresse. La patience. La dignité. Mais je vivais aussi chez ma tante et ses enfants. Et mon oncle par alliance ne voulait pas de moi. Il me le répétait souvent. Tu es ici par charité. Je faisais toutes les tâches ménagères. Mes cousins me rejetaient. Je me sentais invisible. À 16 ans, je suis devenue apprentie en administration. À 17 ans, ma tante m'a dit clairement, tu as bientôt 18 ans, tu dois partir. Heureusement, une de mes profs, ma prof de SVT, m'a aidée. Elle possédait plusieurs appartements qu'elle louait. Elle m'a proposé un studio pour 250 € par mois alors que je gagnais 450 € comme apprentie. 250 pour le loyer.
50 pour l'électricité. 150 pour manger. J'ai survécu comme ça pendant des mois. À 18 ans, j'ai découvert que mon père n'avait jamais payé de pension alimentaire. Qu'il avait des obligations légales envers moi, y compris via son statut militaire. Je suis allé seul au défenseur des droits avec une copie du Code civil sous le bras. J'ai lancé une procédure contre lui. Ça a pris 2 ans. Mais à 20 ans, j'ai gagné. J'ai reçu les arriérés. Et enfin, j'ai pu respirer. J'ai pu retourner à l'école. J'ai terminé mon bac en candidat libre. Puis je suis revenu à Paris. J'avais un rêve, devenir scientifique. Entrer à l'université. Me construire une vie. Et surtout, fonder une famille. Une vraie famille. Amante. Stable. Sane. C'est ce rêve-là qui m'a rendu vulnérable. Parce que j'avais tellement envie d'être aimée que j'étais prête à tout accepter. Je l'ai rencontré en février 2023. Je venais de passer les concours d'entrée pour l'université Paris-Cité. Je préparais aussi le bac en parallèle, en formation accélérée. Lui, il était déjà en 3e année. Il étudiait la comptabilité. On s'est croisés lors d'un événement étudiant en plein carnaval. Un après-midi ensoleillé. Il m'a vu. Il est venu me parler. Il s'appelait Thomas. Il avait 23 ans, 1 an de plus que moi. Il était beau. Souriant. Attention. Il m'a demandé mon numéro. On a commencé à se parler tous les jours. Il m'envoyait des messages le matin, le soir. Il voulait tout savoir de moi. Ce que je faisais, où j'étais, avec qui. Au début, ça m'a touchée. Je me disais, enfin quelqu'un qui s'intéresse vraiment à moi. Je n'avais jamais eu de relation sérieuse avant lui. J'avais peur des hommes, en fait. À cause de mon père. À cause de tout ce que j'avais vu. Mais Thomas semblait différent. Il m'a dit qu'il vivait encore chez sa mère. Dans un quartier tranquille du 15 arrondissement. Ça m'a touchée. Je me suis dit, il doit prendre soin d'elle. S'il prend soin de sa mère, il prendra soin de moi. Grave erreur. En mai 2023, il m'a officiellement demandé en couple. On était ensemble depuis 3 mois. Et c'est là que j'ai commencé à voir des choses étranges. Chez sa mère, il ne faisait rien. Rien du tout. Elle se levait à 5 heures du matin pour faire du sport, comme son médecin le lui recommandait. Elle rentrait, elle cuisinait pour lui, elle faisait sa lessive, elle pliait ses vêtements. Lui, il restait dans sa chambre. Il ne l'aidait jamais. Un jour, elle lui a demandé de lui donner sa carte bancaire pour acheter une genouillère dont elle avait besoin pour ses exercices. Il a refusé. Puis elle a insisté, doucement. Et il a crié. Il a hurlé sur elle. Devant moi. Elle s'est recroquevillée sur le canapé, les épaules rentrées, le regard baissé. Elle tremblait presque. J'étais choquée. Je lui ai dit que ce n'était pas normal. Qu'on ne parle pas comme ça à sa mère. Il m'a expliqué qu'elle était difficile. Qu'elle le contrôlait. Qu'elle n'avait pas été une bonne mère. Que son père les avait quittés après des années de disputes et d'infidélité, et qu'elle s'était déversée sur lui. Je l'ai cru. Je me suis dit que c'était compliqué. Que toutes les familles avaient leurs problèmes. Et puis il était tellement gentil avec moi. Il m'offrait des fleurs. Il m'envoyait des messages adorables. Il me disait que j'étais belle, que j'étais intelligente, que j'étais tout pour lui. Alors j'ai minimisé. Premier signal, la violence envers sa mère. Puis, il y a eu autre chose. Il me parlait beaucoup de son ex. Il disait qu'elle était folle. Qu'elle l'avait harcelée. Qu'elle l'avait frappée. Que sa famille la détestait. Au lieu de me méfier, je me suis sentie spéciale. Je me suis dit, je vais lui montrer qu'on peut aimer autrement. Je ne serai pas comme elle. Deuxième signal, toutes ses ex sont folles. Ensuite, il a commencé à me demander ma localisation. Où tu es? Avec qui? Pourquoi tu ne m'as pas envoyé de message ce matin? Au début, je trouvais ça mignon. Preuve qu'il tenait à moi. Puis c'est devenu quotidien. Puis oppressant. Troisième signal, le contrôle. Il ne voulait pas que je porte certains vêtements. Il critiquait mon maquillage. Un jour, on est allé à un mariage. J'avais loué une belle robe. Je m'étais coiffée, maquillée. Sur le chemin du retour, il a bu un peu. Et il m'a dit que j'étais horrible. Que ma robe ressemblait à un sac poubelle. J'ai pleuré toute la nuit. Le lendemain, il m'a dit qu'il ne se souvenait pas. Qu'il était désolé. Qu'il m'aimait. Quatrième signal, les humiliations. Mais le pire, c'est ce que j'ai vu un jour de carnaval, l'année suivante. On était chez sa mère. Elle et lui se sont disputés. Je ne sais même plus pourquoi. Mais tout à coup, il a poussé. Fort. Sur le canapé. Elle est tombée en arrière, terrifiée. Ses sœurs sont montées en entendant les cris. Elles l'ont séparée de sa mère. Moi, j'étais figée. Je venais de voir de mes propres yeux ce dont il était capable. Mais encore une fois, il m'a appelée en pleurant. Il m'a dit qu'il allait partir de chez elle. Qu'il ne pouvait plus vivre là-bas. Qu'elle le rendait fou. Et moi,
Au lieu de fuir, j'ai proposé qu'on emménage ensemble. 5e signal, violence physique. Vous voyez? Tous les signaux étaient là. Mais je ne voulais pas les voir. Parce que j'étais amoureuse. Parce que je voulais sauver quelqu'un. Parce que je voulais tellement croire que cette fois, ça allait marcher. En mars 2024, on a emménagé ensemble. Un petit appartement dans le 19 arrondissement. 2 pièces, pas de lumière, pas de ventilation. Mais c'était notre chez nous. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Au début, on a établi une règle, on partage tout à 50-50e. Le loyer, 1600 €. Lui gagnait environ 2300 € par mois. Moi, je touchais 900 € comme assistante administrative à temps partiel. Et quelques commissions en liquide. 800 € de loyer pour moi. Chaque mois. Sur 900 €. Il me restait 100 € pour vivre. Quand j'ai dit que je ne pouvais pas continuer comme ça, il m'a répondu. Tu voulais l'égalité? Non. Alors j'ai accepté de payer les factures, eau, électricité, internet, et lui le loyer. Mais même comme ça, je n'arrivais pas à m'en sortir. Je ne mangeais presque plus. J'ai perdu 8 kilos en 3 mois. Mes cheveux tombaient. Je n'avais plus d'énergie. Et lui, il me disait. Pourquoi tu ne vas pas à la salle de sport? Ma collègue, elle y va. Pourquoi tu ne te fais pas les ongles? Tu te laisses aller? Je lui répondais que je n'avais pas d'argent. Il haussait les épaules. À la maison, il ne faisait rien. Exactement comme chez sa mère. Je travaillais, j'étudiais, je cuisinais, je nettoyais, je faisais les courses, la lessive. Lui, il rentrait du travail, il s'asseyait sur le canapé, il jouait à la console. Quand je lui demandais de m'aider, il soupirait. Ou il explosait. Un jour, j'ai oublié de ranger une casserole. Il l'a jetée à travers la cuisine. Elle a percuté le mur. J'ai sursauté. Il m'a regardé et il a dit. Fais attention la prochaine fois. Puis il est parti dans la chambre. Comme si de rien n'était. C'est aussi à ce moment-là que j'ai commencé à découvrir ses messages. Il suivait des dizaines de filles sur Instagram. Il likait leurs photos. Il commentait. Des selfies en lingerie. Des poses suggestives. Je lui en ai parlé. Comment. J'ai dit que ça me blessait. Il m'a ri au nez. Tess parano, Camille. C'est rien. C'est juste des likes. Puis il a ajouté. De toute façon, tu devrais être contente. Tu me fais tellement chier que je pourrais aller voir ailleurs. J'ai pleuré. Il a soupiré. Arrête de pleurer. T'es trop sensible? C'est vers cette période que j'ai commencé à consulter une psy. Je lui ai raconté ce qui se passait. Les humiliations. Le contrôle. Les réseaux sociaux. Elle m'a dit doucement. Camille, je pense que vous vivez ce qu'on appelle de la violence psychologique. Ce que vous décrivez ressemble à du gaslighting. J'ai refusé d'y croire. Pas lui. Pas Thomas. Il m'aimait. Il me l'avait dit. Mais les choses ont continué à empirer. En septembre 2024, je suis entrée à l'université. J'avais réussi. J'étais fière. Thomas aussi, au début. Mais très vite, il a changé. Il me demandait sans arrêt où j'étais. Avec qui? Pourquoi je rentrais tard? Il voulait voir mon emploi du temps. Mes SMS. Mes emails. Il a commencé à me dire que j'allais le quitter maintenant que j'étais à la fac. Que j'allais rencontrer quelqu'un d'autre. Je le rassurais. Je jurais que non. Mais ça ne suffisait jamais. Un soir, il a fouillé dans mon téléphone pendant que je dormais. Il a trouvé un message d'un camarade de classe qui me demandait mes notes de cours. Le lendemain matin, il m'a réveillé en hurlant. C'est qui ce mec? Pourquoi il te parle? J'ai essayé d'expliquer. Mais il ne m'écoutait pas. Il a balancé un coussin à travers la pièce. Le coussin m'a frappé en plein visage. J'ai cligné des yeux, sous le choc. Il a dit. C'est rien. C'est juste un coussin. Puis il est parti au travail. J'ai commencé à noter tout ce qui se passait. Dans un carnet. En secret. Parce que je perdais la tête. Je ne savais plus ce qui était réel. Il me disait des choses horribles, puis le lendemain, il niait les avoir dites. Je n'ai jamais dit ça. Tu inventes. Tu es foyer. Alors je notais. Les dates. Les phrases. Les événements. C'était ma bouée de sauvetage. En décembre 2024, on a acheté un appartement ensemble. Un T2 dans le vin. Un bien en VFA, pas encore terminé. On a mis 15 000 € chacun d'apport. En attendant la livraison, on restait dans notre location. Mais les violences s'intensifiaient. Il m'a poussé contre un mur. Fort. Ma tête a heurté la cloison. J'ai glissé le long du mur en pleurant. Il s'est mis à pleurer aussi. Pardon, je suis un monstre. Il m'a serré dans ses bras. Le lendemain, il m'a préparé un petit déjeuner. Et j'ai cru, encore une fois, qu'il allait changer. En mars 2025, on a emménagé dans le nouvel appartement.
J'étais épuisée. Vidi. Mais j'espérais que ce nouveau départ changerait les choses. J'ai acheté des meubles, de la décoration, de la vaisselle. Avec mes économies. Thomas a promis de payer les gros meubles. Mais une fois installé, il a recommencé. Les cris. Les insultes. Les objets lancés. Un jour, il a jeté une chaise en bois contre moi. Elle m'a frappé dans le dos. J'ai eu une énorme ecchymose, de l'épaule à l'épaule. Je ne pouvais plus bouger sans avoir mal. Mais je ne suis pas partie. Parce que je n'avais nulle part où aller. Et parce qu'il continuait à me dire. Personne ne voudra de toi. T'as vu comment t'es? Même tes parents ne t'ont pas voulu. Le 16 mai 2025. Ce jour-là, j'ai failli mourir. C'était un samedi. J'étais à la fac le matin pour un cours d'anglais. En milieu de journée, j'ai reçu un appel du gardien de notre immeuble. Madame Camille, bonjour. Je voulais vous prévenir qu'une jeune femme est montée chez vous ce matin avec Thomas. Brune, cheveux courts. Si c'est de la famille, il faut nous prévenir pour l'accès. J'ai senti mon cœur s'arrêter. Merci, je vais lui en parler. Quand je suis rentrée, le déjeuner était prêt. Thomas M. Attendate, Surient. J'ai demandé. Le gardien m'a dit qu'une fille est montée ce matin. C'est qui? Je ne vois pas de quoi tu parles. Thomas. Il l'a vue. Brune, cheveux courts. Il s'est trompé. Personne n'est venu. J'ai laissé tomber. Mais quelques jours plus tard, j'ai fouillé dans son téléphone. Et j'ai trouvé des messages. Explicits. Avec un homme. Des photos. Des vidéos. Une liaison homosexuelle. Depuis des mois. J'étais sous le choc. Pas à cause de l'orientation. Mais à cause du mensonge. De la trahison. J'ai pris des captures d'écran. J'ai essayé de les transférer sur mon téléphone. Il m'a vu. Il m'a arraché son portable des mains. J'ai dit. Si c'est si normal, pourquoi tu n'en parles pas à tes parents? À ton père? À ta mère? Il est devenu fou. J'ai dit. Je vais en parler à ton chef. Puisque c'est un collègue. J'ai pris mon téléphone. J'ai commencé à chercher son contact. Et là, il m'a attrapé. Il m'a jeté sur le lit. Il est monté sur moi. Et il a serré ses mains autour de mon cou. J'ai essayé de crier. Il a enfoncé sa main dans ma bouche. J'étouffais avec ma propre salive. Je faisais ce bruit, ce râle. Comme quand on essaie de respirer mais qu'on n'y arrive pas. Il a vu que j'étouffais. Et au lieu de lâcher, il a serré plus fort. J'ai pensé. Il va me tuer. J'ai griffé ses bras. J'ai essayé de me débattre. Mais je fais 1,55 mètres, 48 kilos. Lui, 1,83 mètres, 95 kilos. Ceinture marron de judo. Je n'avais aucune chance. C'est le voisin d'en face qui m'a sauvé. Il a entendu mes cris étouffés. Il est sorti sur son balcon. Il a crié. Lâche-la. Qu'est-ce que vous faites? Thomas M. Alachi. J'ai couru dans l'autre chambre. Je me suis enfermée. J'ai passé la nuit là, recroquevillée contre la porte. Le lendemain, les voisins ont appelé la police. La porte de l'appartement a été défoncée. Ils m'ont trouvé en larmes, en état de choc. Thomas, lui, était calme. Froid. Comme si de rien n'était. On m'a emmené au commissariat. J'ai porté plainte. J'ai passé un examen médico-légal. Résultat, traces de strangulation. Ecchymose sur le dos, la chaise. Hématome au bras. Luxation de la machoire. Violence volontaire. Flagrant delete. Le policier m'a demandé. Vous voulez qu'on le garde en garde à vue? J'aurais dû dire oui. Mais j'ai dit non. Parce que j'avais encore peur. Parce que j'étais sous emprise. Parce qu'une partie de moi voulait encore y croire. Alors il est reparti libre. Avec son père. Et son avocat. Moi, je suis rentrée seule. L'appartement était sens dessus-dessous. La porte défoncée. Les affaires éparpillées. J'ai tout rangé. Seule. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Dans les jours qui ont suivi, il m'a harcelé. 45 appels. Des dizaines de SMS. Signe une décharge. Dis que tu retires ta plainte. Sinon, je reviens. Tu n'as rien. Tout est à moi. J'ai obtenu une ordonnance de protection. Il n'a plus le droit de m'approcher. Mais la violence psychologique continue. Il m'a pris mon chien. Il refuse de me le rendre. Il a lancé une procédure pour récupérer l'appartement. Il raconte à tout le monde que je suis folle. Que je l'ai piégé. Certains le croient. Aujourd'hui, je suis en sécurité. Je vis toujours dans cet appartement. J'ai changé les serrures. J'ai repris mes études. Je suis en première année de sciences. Je veux devenir chercheuse. Je vois une psychologue 2 fois par semaine. Je fais du judo maintenant. Pour me sentir forte. En sécurité. Et surtout, je témoigne. Parce que je ne veux pas que d'autres femmes vivent ce que j'ai vécu. Si vous m'avez écouté jusqu'ici, merci.
Merci de m'avoir cru. Merci de ne pas m'avoir jugé. Je sais ce que vous pensez peut-être. Pourquoi elle est restée? Moi, jamais je n'aurais accepté ça. Croyez-moi, je me suis posé la même question. Tous les jours. Mais la violence, ce n'est pas rationnel. C'est progressif. C'est insidieux. Ça commence par un regard. Une remarque. Un reproche. Et petit à petit, ça grignote votre estime. Votre confiance. Votre réalité. Jusqu'au jour où vous ne savez plus qui vous êtes. Alors aujourd'hui, je veux vous dire quelque chose. Si vous vous reconnaissez dans mon histoire, partez. Peu importe si vous l'aimez. Peu importe s'il pleure, s'il promet de changer, s'il vous offre des fleurs. Les fleurs ne guérissent pas les bleus. Les excuses ne réparent pas les os brisés. Et l'amour ne justifie jamais la violence. Voici les signaux à ne jamais ignorer. Il critique votre apparence, vos amis, votre famille. Il veut savoir où vous êtes en permanence. Il lit vos messages, fouille dans votre téléphone. Il vous isole de vos proches. Il vous rabaisse, vous humilie, puis s'excuse. Il a déjà été violent avec d'autres familles, ex, animaux. Toutes ces ex sont folles ou toxiques. Il explose pour des détails, puis redevient charmant. Il contrôle l'argent du foyer. Vous avez peur de lui. Si un seul de ces signaux est présent, parlez-en. À une amie, à un médecin, à une association. Ne restez pas seul. En France, voici les numéros à connaître. Écouteur téléphonique 3919 Violence Femmes Info, gratuit, anonyme. Telephone receiver 17, police/gendarmerie. Écouteur téléphonique 114 numéro d'urgence par SMS, personne sourde, malentendante. Vous pouvez aussi aller dans une pharmacie et dire masque 19. C'est un code. Ils appelleront la police pour vous. Il existe des hébergements d'urgence. Des associations comme SOS Femmes, France Victimes, Solidarité Femmes. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas folle. Vous n'avez rien fait de mal. Moi, aujourd'hui, je reconstruis. L'entertainment. Certains jours sont durs. Très durs. Mais je suis vivante. Je suis libre. Et je suis fière de moi. Parce que j'ai survécu. Et vous aussi, vous survivrez. Vous méritez d'être aimé avec douceur. Avec respect. Avec dignité. Pas avec des poings. Pas avec des cris. Pas avec de la peur. Alors s'il vous plaît, écoutez les signaux. Écoutez votre intuition. Et partez. Avant qu'il ne soit trop tard. Je m'appelle Camille. J'ai 32 ans. Et je suis une survivante. Merci de m'avoir écouté.